Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 MHz en modulation de fréquence ainsi que sur www.jadefm.fr. Les rencontres de Jade, 3 invités en plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Langlais, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Laurence Drouin, bonjour. Bonjour. Et en face de moi, Peter Wizard, bonjour à vous Peter. Oui, bonjour Jim. Une voix qu'on connaît bien et qu'on retrouve tous les ans sur l'antenne de Jade FM. Nous allons parler avec vous musique, nous allons parler chœur, ensemble vocal de Pornic pour 2 concerts. La première date, c'est le samedi 28 à 20h30. Ça se tiendra à l'église Saint-Gilles de Pornic. Le lendemain, le 29, au Moutier-en-Ré, à 18h cette fois-ci, à l'église des Moutiers-en-Ré. Concert exceptionnel. Ça fait partie de notre programme, donc c'est un défi habituel que nous avons. Défi. Alors, un défi, de quoi s'agit-il ce défi? Un défi, c'est-à-dire que on s'attaque, si on peut attaquer un répertoire, et on se donne pour objectif de monter un programme musical intéressant, un peu différent, avec les voix qui sont les nôtres, donc les voix qui sont... alors nous sommes une petite quarantaine, un peu moins de 40 actuellement, et pour la plupart, nous sommes... il y a beaucoup de retraités qui font partie de l'ensemble. J'estime que c'est une activité de santé culturelle et de santé personnelle, de continuer à travailler sa voix. Parce que la voix, pour moi, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, est l'expression physique de l'âme. Et donc, par les temps qui courent, c'est important. Premier instrument de communication de l'humanité également. Ouais. Après tous les médias sociaux. Alors, quelles sont les œuvres que l'on va pouvoir entendre, écouter, surtout? Alors, mais c'est surtout autour de la musique de Henry Purcell, qui est un compositeur qui a trouvé toute sa promesse après une période très difficile pour l'Angleterre, suite à l'exécution du roi Charles Ier, et qui... donc le roi Charles Ier, après son exécution, avec la révolution protestante, qui a vu l'instauration du Commonwealth, sous l'égide de Cromwell, qui était un personnage assez féroce, dont on ne connaît pas, moi je ne connais pas en tout cas les caractéristiques personnelles, mais ça a donné lieu à une période de près de 40 ans, qui a commencé avec une révolution protestante catholique, et qui a mis bas beaucoup d'institutions culturelles, la fermeture des théâtres, la fermeture des concerts, l'interdiction des concerts. Et donc, c'était une période où la musique a failli mourir. Et quand il y a eu donc la contre-révolution qui a réinstallé donc Charles II, le fils de Charles Ier, qui s'était réfugié en France et qui a grandi à Saint-Germain-en-Laye, et qui a entendu avec toute son équipe la musique française. La musique française est rentrée en Angleterre, en fait. Et c'est cette musique française qui, finalement, a inspiré en grande partie la musique anglaise. Et ces talents, ces différentes épices musicales ont contribué à la formation d'un nouveau style, et qui est donc qui nourrit tout ce que Purcell peut nous donner. Et nous avons donc pour cela choisi la musique pour les funérailles de la reine Mary. La reine Mary qui est morte en 1694. C'était une régente, si vous voulez, parce que le roi était parti en bataille partout en Europe, et que elle a assuré
avec une main ferme mais bienveillante, le peuple britannique, le peuple anglais surtout. Et donc, quand elle est morte prématurément, il y a une énorme douleur dans le pays. Et c'est cette douleur qui, le 5 mars 1695, s'est exprimée dans des funérailles très imposantes, dont les commentateurs contemporains disent que on n'avait jamais vu ça. Mhm. On n'avait jamais vu ça. Il y a des dessins, des gravures qui montrent un nombre très impressionnant qui vont en procession de Whitehall à l'abbaye de Westminster, Mhm. et dans laquelle il y avait des musiciens, et nous allons chanter et jouer, puisque nous avons la chance d'avoir 5 musiciens de cuivre qui vont jouer avec nous. De l'ensemble de cuivre de Chaland. Alors, de l'ensemble de cuivre de Chaland, et qui nous permettent de ressentir un peu l'émotion que pouvaient ressentir ces gens-là. Mhm. Évidemment, nous n'avons pas les mêmes têtes, nous n'avons pas les mêmes émotions, les mêmes références, mais nous savons que par cette musique, puisque les récits nous le disent, qu'il faisait extrêmement froid. En janvier de cette année-là, la Tamise s'est glacée. On pouvait traverser à pied la Tamise, tellement il faisait froid. On parle aussi de chute de neige pendant la procession. Il y a donc une pièce qui s'appelle une canzona, que nous allons jouer, sur lequel qui habituellement jouait assez lentement, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'ils allaient jouer. Je pense que parce que sur la partition originelle, on voit le mot tremolo. Alors c'est pas un mot qui apparaît dans les reproductions modernes de cette pièce, mais ça veut dire pour moi, et on voit ça ailleurs dans la musique de Purcell, qu'il fallait jouer vite pour réchauffer les instrumentistes. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, si vous voulez, toute notre approche musicale, c'est d'essayer de trouver le sens véritable de la chose qui l'a inspiré. Par le rythme, en tout cas, oui. Souvent par le rythme. Souvent par le rythme, parfois aussi, et Laurence et Isabelle peuvent en témoigner, par une expression inattendue, un forté qui vient parce que ce sont des prières finalement, et des prières. Évidemment, nous n'avions pas le Jade FM, nous n'avions pas le Météo France pour nous dire quel temps il allait faire. Nous avions que les fermiers, les gens qui vivaient à la campagne, qui étaient beaucoup plus en harmonie avec la nature que ce que nous sommes. Mais finalement, cette harmonie s'exprime aussi à travers la musique, et c'est ça que nous aimerions faire, et vous transmettre parce que nous allons faire pour vous. La musique comme une référence également historique. Est-ce que, alors là c'est une question pour Isabelle et Laurence, Isabelle, ce qu'on vient d'entendre de la bouche de Peter, ce rappel historique des faits, des lieux, il vous l'a expliqué avant de travailler cette œuvre ? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport au tempo adopté cette fois-ci pour le chanter, qui n'est pas du tout celui qu'on a l'habitude d'entendre. Et donc Peter a expliqué aussi tout le contexte. Et de toute façon, à chaque fois, on apprend plein de choses, parce qu'à chaque fois, les choses sont remises dans leur contexte. Il y a 2 ans ou 3 ans, on avait fait un concert sur la Renaissance anglaise aussi. Et on a appris plein de choses. C'est vraiment intéressant aussi de replacer les œuvres dans leur contexte politique, surtout de l'époque. Enfin, ouais. Est-ce que ça... Oui, Laurence. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à chanter ce répertoire. J'aime la musique ancienne, médiévale, Renaissance, puis baroque. Mais ça me touche de chanter des pièces anciennes.
Je connais moins le registre anglais, donc pour moi, c'est une curiosité, c'est bien. J'adore en plus chanter en anglais. Quoi dire d'autre? J'ai eu l'occasion, lors de la folle journée à Nantes, d'entendre des madrigaux à 16 voix. Ça m'avait énormément touchée et j'aime le répertoire de cette époque-là. Avec des sonorités, excusez-moi, avec des sonorités qui, pour nous, avec une oreille moderne, parfois sont bizarres, étranges, ou même quand on va chercher les accords plus anciens de l'époque médiévale, ça peut surprendre. Pourquoi cette étrangeté, ou en tout cas cette curiosité de certaines sonorités? Les références maintenant sont plus tout à fait les mêmes au niveau des accords. Enfin, des accords. À l'époque médiévale, on aimait les quartes, les quintes, que ça sonne. Et dans la musique, traditionnelle aussi, on retrouve ces choses-là. Est-ce que ça donne envie d'aller en médiathèque ou en librairie et d'attraper un livre d'histoire, ou en tout cas de textes qui témoignent de cet événement? Personnellement, j'ai pas mal étudié la musique, mais ce que je préfère, c'est la pratiquer, chanter. J'aime beaucoup, ou même un instrument aussi. Mais oui, j'ai eu l'occasion pas mal d'aller en bibliothèque, ou voir des facsimilés. Comment se sont déroulées vos répétitions en amont de ces 2 dates de concerts à venir? Alors, les répétitions ont lieu le jeudi, et on a des outils, parce que dans la chorale, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la musique, et il ne faut surtout pas que ce soit un obstacle pour des candidats éventuels. Ça, c'est la question. Oui, parce qu'une chorale classique, ça fait toujours peur à cause de ça, et on chante au concert avec des partitions, parce qu'on en a quand même besoin, mais même pour les gens qui ne lisent pas la musique, c'est tout à fait faisable, et on a des outils qui sont mis à disposition par 2 choristes qui font un boulot remarquable, et des audios avec comment vous expliquer ça? Avec une vidéo, enfin la partition défile, le déroulement de la partition, qui permet de visualiser aussi certains endroits, j'imagine. Où on peut avoir les autres voix comme en filigrane derrière, pour travailler. Et les choristes font un boulot énorme. Enfin, moi, je lis la musique et je bosse quand même pour la chorale, et je me dis que les gens qui lisent pas la musique, vraiment, pour arriver au niveau où Peter nous emmène, ils font un sacré boulot, vraiment. Peter, vous m'avez adressé une musique que j'ai téléchargée sur YouTube. Alors, la prononciation, veuillez m'en excuser. The Gesualdo Six, The Silver Swan, le signe d'argent. Ah oui, alors c'est Gesualdo Six. C'est un ensemble un très bel ensemble. Donc ils chantent avec des voix que nous n'avons pas. Ce sont des voix solistes. Donc et le Gesualdo Six, on chantait un madrigal que nous allons chanter, donc The Silver Swan. That living hath no note, qui vivant n'avait pas de son, mais au moment de sa mort, il chante une fois et plus pour l'éternité. Et ça finit avec ainsi va le monde, il y a plus de doigts que de signes, et plus de sots que de sages. Je vous propose qu'on l'écoute, on se retrouve immédiatement après. Très belle citation.
Isabelle, je vous regardais les yeux fermés, vous écoutiez cette œuvre. Ah ouais, les voix sont magnifiques. Là, c'est vrai qu'on on en est un peu loin encore, mais ouais, c'est très très beau. Quoi de mieux qu'une église pour ces chants? Oui, alors le compositeur Gibbons était un petit chanteur à King's College, comme moi. Et nous sommes séparés, donc nous avons chanté au même endroit, à quelques centaines d'années d'écart. Ça, c'est une œuvre également du fin 17e? Fin 17e, oui, ou peut-être début 18e, début 17, fin 16e, début 17e. Je ne me souviens pas de la date, mais c'est quelque chose qui est tout à fait en cohérence avec la musique que nous avons chantée. C'est avant la Révolution qui a mis bas toute une tradition musicale, mais que avec John Blow, dont nous allons entendre des pièces composées par le roi pour ses instruments de musique, joués par l'ensemble de cuivre. Donc ça couvre finalement la période avant la Révolution et après. Laurence, vous avez essayé de glisser un petit papier à Peter. C'était des indications ou peut-être la date de l'œuvre. De quoi s'agissait-il? C'était l'œuvre de Gibbons. Oui. En fait, c'est plutôt début 17e. Début 17e. Oui, début 17e. D'accord. Comment... je vous laisse transmettre les informations, il n'y a aucun problème. Comment vous avez perçus, tous ces choristes devant vous lors de ces répétitions? Est-ce qu'il y a eu des difficultés et lesquelles? Il y a toujours des difficultés. Toujours des difficultés. L'intérêt de la chose, c'est comment on les résout. Et ils ont beaucoup de sens de l'humour, ce qui est absolument indispensable. Avec vous, c'est sûr. Parce que je leur demande de faire des choses dont ils n'ont pas l'habitude. Je charrie un peu les idées reçues. Et c'est dans ces échanges que nous apprenons à nous connaître. Les répétitions, pour moi, sont encore plus intéressantes que les concerts. Donc c'est là où il y a des échanges parfois un peu vifs. Parfois, moi, je suis obligé de dire que parfois je me trompe. Je leur demande s'ils peuvent me dire que s'ils se sont trompés. Ils n'aiment pas beaucoup dire qu'ils se sont trompés, parce que c'est pas une pratique française de dire qu'on s'est trompé. Donc, en Angleterre, on est un peu moins frileux pour dire qu'on s'est trompé, mais donc c'est tout un échange culturel transmanche, quoi. Pour moi, j'arrive parfois fatigué après la journée de travail à la maison, mais je rebondis et je pars gonflé à bloc. Donc, je ne sais pas si c'est pareil pour les chanteurs, mais pour moi, c'est une réjouissance. Évidemment, nous ne sommes pas des as de la voix, mais on peut faire des choses très intéressantes. Il y a par moments des moments de grâce très très importantes, et je crois que c'est ça qui fait le charme de la chose et l'intérêt de l'exploit. Nous avons une assez grande fidélité des chanteurs, et comme nous ne sommes pas très doués pour la communication, par contre. Toutes les répétitions sont ouvertes au public, dont on peut venir quand on veut. On n'est pas obligé de rester jusqu'à la fin. C'est très rare dans le cadre de ces registres, ou en tout cas en France. Oui, peut-être, mais c'est parce que je reviens à cette question. On a peur de dire qu'on s'est trompé. Pour moi, toute la science est basée sur le fait qu'on s'est trompé. Ouais. Et pour moi, c'est l'apprentissage élémentaire, mon cher Watson, que de dire moi j'ai le droit de me tromper, c'est pas grave. C'est-à-dire que et ça j'hérite de mon enseignement en Angleterre.
quand on s'est trompé, quand j'étais petit, hein, dans la maîtrise à King's College, c'est quand on savait qu'on avait fait une erreur, pas une faute. Une faute, c'est autre chose. Une faute, c'est combiner la culpabilité à l'erreur. Mais il faut surtout pas culpabiliser l'erreur, puisque c'est un élément d'apprentissage. Donc, il faut avancer, il faut dire... Et on se levait la main. On levait la main, et comme ça, le chef de chœur savait qu'il n'avait pas besoin d'arrêter tout le monde, puisque j'assumais. J'avais rectifié le problème, j'avais reconnu mon erreur, et on avance. Et je trouve que c'est une façon assez efficace, assez démocratique de fonctionner. Voilà, je ne sais pas ce que disent... J'allais leur demander. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que Peter, chef de chœur, vient de vous dire, de nous dire? Le statut de l'erreur dans l'enseignement, c'est une vaste question, parce que moi, j'ai été institutrice, c'était déjà quelque chose que je pratiquais en classe, mais c'est vrai que c'est compliqué pour tout un chacun de dire « je me suis trompé ». Mais c'est vrai aussi que ça fait vraiment progresser et que c'est beaucoup plus facile, parce que sur un chœur de 30 ou 40 personnes, repérer la personne qui s'est plantée pour l'aider, si on entend bien d'où ça vient, mais pas forcément exactement, et il faut quand même aider et on est tous susceptibles de se planter à un moment, et c'est vrai que quand on en a conscience, au moins on reprend et on retravaille le passage. Voilà. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et pour les enfants, c'est pareil. Dans l'éducation, faut jamais parler de faute, faut parler d'erreur qui fait progresser. Et ne pas avoir peur de la signaler, de dire « je crois que c'est moi ». Voilà. Laurence, on rit aussi beaucoup. Oui, moi j'ai beaucoup de joie à chanter. Donc quand je vais à la chorale, c'est pour exprimer ma joie en fait. Évidemment, on a l'occasion, à travers les textes, d'exprimer d'autres sentiments, comme la tristesse, la douleur. Mais ça reste une joie d'exprimer ces sentiments-là pour moi. Très bien. Concert, donc, 28 mars, c'est à Pornic, à 20h30, à l'église Saint-Gilles. Le lendemain, c'est au Moutier-en-Ré, et ce sera à 18h, cette fois-ci, sur cette très belle église des Moutiers-en-Ré. Oui. Église Saint-Pierre. Merci beaucoup. Isabelle Langlais, vous étiez accompagnée de Laurence Drouin, et en face de moi, Peter Wizard. Vous savez que l'antenne de Jade FM vous est ouverte. N'hésitez pas à revenir nous parler musique. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.